Alors, nous allons commencer. Encore une fois encore, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre 7e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Josué Aplogan, chargé de prospection commerciale à Solar Solutions, une entreprise qui est orientée sur la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Alors aujourd'hui, le thème de notre webinaire est la Grande Muraille Verte. Alors pour mieux nous entretenir sur ce sujet, nous avons invité Madame Lokono Karine, qui est experte en gestion des ressources naturelles et adaptation au changement climatique. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Lokono pour qu'elle puisse intervenir. Madame Lokono, vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. OK. Je vais partager l'écran. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Lokono Inès Karine, experte en gestion des ressources naturelles et adaptation au changement climatique. Je vais nous entretenir aujourd'hui sur la Grande Muraille Verte et faire le lien avec la neutralité carbone. Alors, je vais bien sûr commencer par une introduction. Commencer par présenter la neutralité carbone et ensuite la Grande Muraille Verte et dire en quoi est-ce que ces deux thématiques-là sont liées. Alors, il faut dire que en ce qui concerne le carbone, nous savons tous que le carbone est naturellement présent dans l'atmosphère à des degrés différents à travers l'histoire, bien sûr, mais l'activité humaine a beaucoup plus augmenté la concentration de carbone dans l'atmosphère et a engendré des changements climatiques sans précédent, ce qui a entraîné le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui. En 2015, donc, les pays reconnus par l'ONU ont signé Paris, le premier accord universel sur le climat, donc l'accord de Paris, qui avait pour objectif d'essayer de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Donc, il faut que d'ici 2050, nous puissions atteindre la neutralité carbone. Donc, c'est donc un point clé de la lutte contre le réchauffement climatique. Et quand on parle de neutralité carbone, on parle de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre ou de carbone et de développement des réservoirs ou des puits de carbone. Et c'est là que la Grande Muraille Verte intervient en tant que puits de carbone. Donc, lorsqu'on parle de neutralité carbone, la neutralité carbone, c'est aussi connu sous le nom de zéro émission nette ou carboneutralité. C'est un équilibre entre les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre et les émissions capturées ou compensées. Donc, les émissions que nous produisons doivent être égales aux émissions, doivent être plutôt, pardon, les gaz que nous émettons doivent être égales à celles qui sont absorbées. Alors, pour limiter le réchauffement climatique, il faut qu'on puisse atteindre cette neutralité carbone-là. Donc, quels sont les points clés à connaître? Déjà, pour pouvoir atteindre la neutralité, il faut que
comme je l'ai dit précédemment, tout ce que nous émettons puisse être réduit et tout ce qui est absorbé puisse être augmenté et beaucoup plus séquestré. Donc, les points clés qu'il faut connaître sur la neutralité carbone, il y a d'abord la réduction des émissions. Alors, c'est le premier objectif pour atteindre la neutralité carbone. Il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'économie. Ça implique donc qu'il faut améliorer l'efficacité énergétique, adopter des sources d'énergie propres et renouvelables comme l'énergie solaire, favoriser une mobilité durable, réduire la déforestation, promouvoir une agriculture durable, donc consommer moins d'électricité, entre autres, manger moins de viande, consommer local, etc., etc. Et surtout, réduire les déchets et les pollutions. C'est la première étape. Ensuite, il y a la compensation des émissions résiduelles. Je vais voir si je peux activer le pointeur. Vous me recevez toujours? Oui, on vous reçoit. OK. J'essaie d'activer le pointeur, mais ce n'est pas grave. Donc, je disais, ensuite, il y a la compensation des émissions résiduelles. C'est-à-dire que même avec des réductions importantes des émissions, il peut rester évidemment des émissions de gaz à effet de serre qui sont difficiles à éliminer complètement, surtout dans les secteurs comme l'aviation, l'industrie ou l'agriculture. Alors, pour compenser avec ces émissions dites résiduelles-là, il faut mettre en place des mesures de séquestration de carbone comme la plantation d'arbres, la restauration des écosystèmes, etc., etc. Il y a ensuite la mise au point des technologies de séquestration du carbone. Donc, cette technologie-là joue un rôle important dans la neutralité carbone, capture et stockage du carbone. C'est une technique qui consiste à capturer les émissions des sources industrielles et à les transporter ou les stocker de manière permanente, par exemple dans des sites géologiques ou à les utiliser aussi à des fins industrielles. Il y a aussi l'innovation et la transition vers une économie bas carbone, c'est-à-dire euh, 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 effectuer une transition vers une économie bas carbone, c'est-à-dire effectuer des innovations technologiques. Il faut que les politiques publiques soient favorables à cela et il faut bien sûr investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables, la recherche et le développement de nouvelles technologies propres. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici dans ces points clés maintenant, c'est la séquestration du carbone. La Grande Muraille verte et la neutralité carbone sont deux initiatives distinctes, nous allons le voir tout à l'heure, mais qui partagent certains objectifs communs en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, la Grande Muraille verte, qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, il faut dire que l'Afrique subit de plus en plus ce qu'on appelle la déforestation et l'avancée du désert, donc la désertification. C'est un phénomène qui est devenu aujourd'hui une plaie qui gangrène plusieurs pays de l'Afrique. Et l'Union africaine s'est réunie donc en 2005 et elle a décidé de pouvoir trouver une solution pour traiter ce mal-là, ce fléau-là, qu'est la désertification. Donc, la Grande Muraille verte a été proposée pour la première fois en 2005 par le président sénégalais Abdoulaye Wade et elle est conçue pour aider à freiner l'avancée du désert du Sahara qui menace bien sûr les terres agricoles, les moyens de subsistance des populations locales et la biodiversité de la région. Donc, ses objectifs, c'est de lutter contre les changements climatiques, la désertification, l'érosion de la diversité biologique, l'insécurité alimentaire et bien sûr la pauvreté. Alors, la Grande Muraille verte, il s'agit de 15 km de large. C'est une bande verte qui traverse tout le continent africain sur 7800 km en passant par 11 pays, comme nous pouvons le voir sur la carte de l'Afrique qui est là. C'est une muraille qui doit relier Dakar et Djibouti
et ça représente donc près de 11 millions d'hectares à reboiser. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment du travail à faire. Donc, ce projet-là vise à fournir des avantages socio-économiques aux communautés locales en créant des emplois dans le secteur de l'agriculture. Madame Lokono, on vous entend très faiblement, s'il vous plaît. C'est bon maintenant? Non, c'est pas bon. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Donc, je disais donc que le projet de la Grande Muraille verte vise à fournir des avantages socio-économiques aux communautés locales. Il ne faut pas oublier que les pays par lesquels cette muraille-là doit passer, il y a des gens qui vivent là, il y a des communautés qui vivent là, qui vont forcément se nourrir de tout ce que cette Grande Muraille verte-là a à apporter. Généralement, les communautés ont tendance à considérer les ressources naturelles, surtout les forêts, les aires protégées et autres, comme entre griffes, un garde-manger auquel elles ne peuvent pas accéder. Et donc, il faut que ce projet-là puisse aussi permettre de les aider à traverser leurs difficultés. Donc, ça vise la promotion d'activités agro-silvopastorales, la production de ligneux ou non ligneux, la diversification des systèmes d'exploitation des terres, entre autres, et bien sûr, l'amélioration de la séquestration du carbone. Donc, depuis son lancement, la Grande Muraille verte a progressé de manière significative. Il faut dire qu'il y a des milliers d'hectares de terres qui ont été restaurés et des millions d'arbres qui ont été plantés déjà. Donc, le projet bénéficie du soutien de divers partenaires internationaux comme l'Union africaine, la Banque mondiale, l'Union européenne et plusieurs organisations non gouvernementales. Et il faut aussi notifier que c'est beaucoup plus au niveau du Sénégal que le travail est réellement en train d'être abattu. Les autres pays, c'est comme si les autres pays ne s'impliquent pas encore réellement dans cette initiative-là. Mais au niveau du Sénégal, vous pouvez trouver plusieurs documents qui parlent de la Grande Muraille verte. Alors, quand on parle d'un ensemble de végétation, ça traduit la présence d'un puits de carbone, donc une méthode de séquestration du carbone. Qu'est-ce que la séquestration du carbone concrètement? C'est le stockage relativement stable à long terme du carbone dans les océans, les sols, la végétation, en particulier les forêts, avec bien sûr la technique de la photosynthèse, cette bonne technique-là que nous connaissons presque tous, et dans les formations géologiques. Il y a plusieurs méthodes de séquestration du carbone. Il y a les approches, les méthodes conventionnelles, séquestration géologique. Cela implique qu'il faille capturer le carbone ou les gaz à effet de serre émis par les grandes sources comme les centrales électriques et autres et les stocker dans les formations géologiques souterraines comme des aquifères salins ou des gisements de pétrole, de gaz épuisés. Il faut noter que le pétrole, par exemple, lorsqu'on le pompe, la finalité, c'est que ça laisse des réservoirs vides dans le sous-sol de la Terre. Il y a la séquestration biologique qui nous intéresse particulièrement ici à travers la Grande Muraille verte. C'est un processus qui consiste à utiliser la photosynthèse des plantes pour absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stocker dans la biomasse végétale ou les sols, on l'a déjà dit. Et il faut savoir que des pratiques agricoles comme la gestion des cultures, l'agroforesterie et la plantation d'arbres peuvent être utilisées pour augmenter la séquestration biologique du carbone. Il y a aussi la séquestration océanique, c'est-à-dire il y a dans l'océan de ces algues-là qui favorisent la séquestration du carbone. Donc, en plus de ces approches, il y a aussi de nouvelles approches émergentes comme la séquestration directe de l'air ou la séquestration du carbone dans des matériaux de construction qui méritent bien sûr des thématiques de recherche. Alors,
La séquestration biologique du carbone, c'est cela qui est surtout lié aux puits de carbone biologiques ou végétaux. Donc, nous avons par exemple comme exemple le puits de carbone de Ibi Village en République démocratique du Congo, que j'ai eu la chance de visiter. Ils ont utilisé spécialement des espèces qui captent beaucoup plus le carbone, comme des acacias. Le Bénin n'a pas encore de puits de carbone à ma connaissance. Donc, la Grande Muraille Verte constitue un grand puits de carbone parce qu'elle va contribuer à séquestrer une grande quantité de carbone, on l'espère, avec bien sûr ces 11 millions d'hectares de plantations. Ça va contribuer réellement à aider quand même à atteindre la neutralité carbone. Donc, on peut voir là les différents services écosystémiques que la Grande Muraille Verte peut fournir et nous voyons là bien sûr qu'elle contribue à stocker, à séquestrer le carbone. Alors, en termes quand on ne peut pas parler de Grande Muraille Verte sans bien sûr parler des espèces végétales qui vont entrer dans cette composition. Donc, une étude a été menée et plusieurs espèces ont été reconnues comme étant des espèces adéquates pour la séquestration du carbone et pouvant entrer en compte dans la constitution de cette muraille verte-là. Vous voyez là sur le tableau, il y a les différentes espèces, leurs usages, parce que comme j'ai eu à le dire précédemment, il faut que ça serve les communautés locales. Donc, on a des usages comme bois d'énergie, de services, de fourrage, de médicaments, des usages alimentaires, entre autres. Et nous avons aussi la répartition de ces espèces-là qui entrent en compte justement dans la zone du projet en elle-même. Donc, les différents pays que cette grande muraille verte-là va traverser. Il y a les espèces ligneuses et il y a aussi les espèces d'herbacées. Alors, quels sont les obstacles à la réalisation de la Grande Muraille Verte? Il faut dire que ce projet a été lancé en 2006, mais là, nous sommes en 2023 et concrètement, qu'est-ce qui empêche ou freine l'avancée de ce grand projet-là? Alors, il faut dire que c'est un projet très ambitieux qui vise à créer une bande de végétation continue à travers plusieurs pays d'Afrique pour lutter principalement contre la désertification et bien sûr atténuer les effets du changement climatique. Cependant, le projet rencontre des obstacles comme les ressources financières limitées. La mise en œuvre de la Grande Muraille Verte nécessite en fait d'importants investissements financiers pour la plantation d'arbres, la gestion des terres, la création des infrastructures. Donc, les ressources financières disponibles sont limitées et cela rend difficile la réalisation de ce projet-là à grande échelle. Ensuite, nous avons des conflits et instabilités politiques. Certains pays traversés par la Grande Muraille Verte, comme le Mali, le Niger ou le Tchad, font face à des conflits armés. Et cela entrave la mise en œuvre du projet, compromet sa durabilité sur le long terme. Il y a la pression démographique des activités humaines. Bien sûr, les régions concernées sont confrontées à une forte pression démographique et à d'intenses activités humaines comme l'agriculture, l'élevage, la transhumance, entre autres l'exploitation forestière. Il y a aussi le changement climatique, bien sûr, lui-même, il constitue un vrai défi pour la Grande Muraille Verte, dans le sens où il y a des variations de précipitations et de température qui peuvent affecter la croissance des différentes plantes et rendre difficile l'établissement de la végétation de façon durable. Et il y a surtout le manque de coordination et de collaboration. La Grande Muraille Verte traverse plusieurs pays. Ça nécessite donc une coordination efficace entre les différents gouvernements, les communautés locales et les organisations internationales. C'est très important. Mais il y a ce manque de coordination-là qui entraîne des retards et une fragmentation des différents efforts qui sont fournis. Cependant, malgré tout ça, il faut dire que des progrès ont été réalisés. La Grande Muraille Verte est
évolue petitement, mais elle évolue bien sûr. Des efforts sont déployés pour pouvoir surmonter ces obstacles-là. Alors, nous arrivons à la fin de la présentation. Donc, il faut dire que la Grande Muraille Verte, c'est une initiative qui est principalement axée sur la lutte contre la désertification en Afrique, en plantant des arbres, en restaurant les terres dégradées et en promouvant des pratiques de gestion durable des terres. Bien qu'elle contribue à atténuer les émissions de gaz à effet de serre en stockant le carbone dans la végétation et les sols, son objectif principal est de restaurer les écosystèmes. Donc, son objectif premier n'était en réalité pas d'atteindre la neutralité carbone, mais on s'est rendu compte par la suite que, tiens, ce projet-là aide bien sûr à pouvoir atteindre la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, en revanche, c'est un concept qui vise à équilibrer les émissions de gaz à effet de serre en les compensant par des actions de réduction et de séquestration du carbone afin d'atteindre un équilibre entre ces émissions et ces absorptions-là pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Donc, on va dire que la Grande Muraille Verte contribue indirectement à la neutralité carbone à travers le stockage du carbone dans la biomasse végétale et les sols. La Grande Muraille Verte constitue un grand puits de carbone et elle contribue de manière significative à lutter contre les changements climatiques en réduisant la dégradation des terres et en promouvant la conservation des ressources naturelles. Donc, voilà, nous sommes à la fin de notre présentation, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de ceci. La neutralité carbone, est-ce que vous pensez que c'est possible de pouvoir l'atteindre d'ici 2050? La Grande Muraille Verte, est-ce que vous pensez que dans les conditions actuelles, on pourrait bien sûr atteindre sa réalisation complète? Est-ce que ces deux thématiques-là sont une utopie ou est-ce que c'est réellement faisable? Donc, voilà, vous avez là les références bibliographiques. Si vous le souhaitez, je peux vous les envoyer. Merci de votre attention. Vos questions sont vivement attendues. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame Lokono, pour votre intervention. À présent, je vais demander aux participants s'ils ont des questions, s'il y a des participants qui ont des questions en rapport avec la présentation de Madame Lokono ou en général avec le sujet, de les poser, de lever la main ou de déposer les questions dans la discussion. Oui, Monsieur Jordan. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend, monsieur. Ok, merci. Merci à Madame Lokonon pour sa présentation. Bon, j'ai une question. Je voudrais savoir, selon vous, Madame Lokonon, est-ce que le défi numéro 1 de la Grande Muraille Verte, du projet de la Grande Muraille Verte, ce n'est pas plutôt son statut juridique actuel? Parce que si j'ai bien compris, c'est d'abord une initiative sénégalaise et il y a des acteurs, des bailleurs, des investisseurs qui ont été emmenés à y participer. Mais est-ce que ce projet, je ne sais pas si c'est déjà le cas, est-ce que ce projet ne devrait plutôt pas être déclaré comme un projet prioritaire de l'Union africaine, par exemple? Donc, on le place sous ce cadre juridique et comme ça, dans tous les pays concernés, les parlements votent, on adopte des textes et puis on met tout en œuvre. Un peu comme avec la ZELEC, la zone libre économique continentale. Je crois que c'est comme ça s'appelle, que l'Union africaine pilote de façon indirecte. Bon, indirect parce qu'il y a un secrétariat permanent qui s'en occupe.
beaucoup plus. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt le cadre juridique qui doit être changé, à moins que ce ne soit déjà le cas et que c'est en cours? Bon, Madame Lokono, est-ce que vous nous recevez? Vous me recevez? Et on ne vous reçoit pas. C'est bon, vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. OK. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jordan, pour la question. En fait, la Grande Muraille verte, c'est vrai que cela prête à confusion, mais ce n'est pas une initiative sénégalaise. Dans le temps, le chef de l'Union africaine, c'était le président sénégalais Abdoulaye Wade. Donc, c'est lui qui a initié cette thématique-là. C'est-à-dire, ils se sont rencontrés, ils se sont réunis pour discuter sur la désertification, trouver des solutions à cela. Et c'est à travers cette discussion-là qu'est né le projet de la Grande Muraille verte. C'est vrai que c'est le président Wade qui a dit, bon, voilà, mettons en place cette bande de végétation-là, mais ce n'est pas, on ne peut pas la considérer comme étant une initiative sénégalaise. La preuve, c'est qu'il y a un conseil qui a été créé, un groupe d'experts des différents pays qui a été créé pour pouvoir superviser ce projet-là. Donc, je ne sais pas si cela répond à la question sur le défi de la Grande Muraille verte en ce qui concerne son statut politique actuel. Oui. Alors, vous me recevez? Oui, oui. Oui, merci, j'ai compris. Mais est-ce que actuellement c'est toujours le cas? Puisque vous avez parlé de conseil des experts, est-ce que c'est toujours eux qui pilotent ça? Et selon vous, est-ce que le statut politico-juridique actuel du projet est assez solide pour lui permettre d'avancer comme il se doit? Oui, en fait, c'est en ce qui concerne ce groupe d'experts-là, c'est toujours le cas, c'est toujours un groupe qui est d'actualité. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte, c'est une institution qui a été formée en 2010. Et donc, effectivement, il y a des améliorations à faire. Ce n'est pas un projet parfait. Cette agence-là n'est pas encore bien assise. Donc, il y a des améliorations à faire, il y a des adaptations à faire pour que ce projet-là puisse vraiment évoluer, aller de l'avant. Donc, le statut actuel n'est pas vraiment stable de mon point de vue. Il faut donc vraiment beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de discussion pour pouvoir atteindre un stade bien plus avancé. OK, c'est bon. Merci beaucoup, c'est bon pour moi. Il y a M. Olivier qui aimerait poser une question. Je vais lui demander de d'écrire la question dans la discussion ou de lever la main pour qu'on puisse désactiver son micro. Oui, allô, M. Olivier, vous me recevez? Bon, OK, je vais désactiver votre micro. Et merci, monsieur Applaudant. Merci, madame Karine, pour la présentation. J'ai trois petites questions pour vous sur la neutralité carbone. Quand vous avez commencé, vous avez parlé donc de l'accord qui a été signé en 2015 avec tous les pays membres de l'Union, si j'ai bien compris.
toujours pour lutter contre les gaz à effet de serre en général. Mais nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'étendue de la Grande Muraille Verte, c'est-à-dire les pays par lesquels transite ce projet. On constate que dans ces pays, il y a beaucoup de soulèvements populaires, de terrorisme et tout le reste. Et comme vous l'avez dit, certainement, ça ralentit le projet. Est-ce que vous avez une idée de ce que l'ONU fait dans cette démarche pour pouvoir accélérer cela, pour pouvoir réduire plus ou moins? Est-ce qu'on sent une pression de l'ONU dans ce domaine-là où vous n'avez pas une information particulière là-dessus? Ou par contre, est-ce que l'agence panafricaine, la APGM, l'agence panafricaine de la Grande Muraille, fait également des actions dans ce domaine-là pour pouvoir également permettre l'avancée des travaux dans ce domaine? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que ce projet sera bel et bien effectif d'ici 2050? Si ça continue comme ça, pour ma part, moi, je dirais simplement non. Parce que avec tout ce qu'on voit, 2050, c'est pour bientôt. Et si cette tension continue, ça n'aboutira pas. Merci. Ok. Monsieur Olivier demande concrètement qu'est-ce que l'ONU est en train de faire. Madame Lokono, on ne vous entend toujours pas. Monsieur Olivier, que l'ONU fait concrètement. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Qu'est-ce que l'ONU fait concrètement pour pouvoir aider à l'avancée de la construction de la Grande Muraille Verte? Si j'ai bien compris, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, de ce que je sais, l'ONU a plusieurs sections, bien sûr, qui contribuent à la construction de la Grande Muraille Verte. Plusieurs sections comme la section climat et environnement, par exemple, et plusieurs institutions aussi. L'ONU en elle-même ne peut pas se lever et dire, voilà, j'interviens directement. Non. Nous savons très bien que l'ONU fonctionne de façon beaucoup plus structurée. Donc, c'est à travers ces différentes institutions qu'elle intervient dans la zone, à travers, bien sûr, les zones où il y a des conflits, comme vous l'avez dit. En ce qui concerne la Grande Muraille en elle-même, il y a des investissements qui sont des investissements qui sont mis en place pour aider à ce que ça puisse évoluer. Donc, l'ONU investit à travers déjà la sécurisation des populations. L'ONU investit à travers les plans. Il faut fournir des plans qu'il faut mettre en terre. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus au niveau du Sénégal qu'on ressent d'abord ces interventions-là. Donc, par exemple, il y a 14 milliards de dollars qui ont été fournis pour pouvoir contribuer à cette initiative de la Grande Muraille Verte-là. Donc, vous voyez, l'ONU ne reste pas totalement statique. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre préoccupation, Monsieur Olivier. En fait, ça, j'ai bien compris, Madame Karine, que l'ONU, financièrement, ça ne pose pas problème à l'ONU. Le réel souci, ça dit qu'actuellement, c'est uniquement au Sénégal qu'on constate que cela se manifeste plus ou moins. Mais les autres pays où il y a des tensions, je ne parle pas du côté financier. Le côté financier, c'est qu'il y a l'argent pour le faire. Maintenant, s'il y a un conflit sur un terrain, nous sommes bien d'accord qu'il ne peut pas y avoir des travaux. Qu'est-ce que l'ONU fait dans ce sens-là? Comme on dit très souvent, c'est sur le feu ou des négociations. Est-ce que
l'ONU penche son aiguille un peu sur ces champs-là parce que c'est un peu critique. C'est un peu critique. On a lancé un projet depuis, on a signé l'accord depuis 2015 et maintenant nous sommes en 2018, déjà 8 ans passés. Mais quand on constate cela dans un seul pays, c'est critique. Pour moi, c'est vraiment critique. Où l'ONU dit, bon, je donne l'argent, maintenant, débrouillez-vous pour le faire, même s'il y a conflit, débrouillez-vous. Est-ce que c'est comme ça que cela se passe? En fait, il y a un document qui est nommé le plan de soutien de l'ONU au Sahel, d'accord? Et c'est un document qui met en exergue les domaines prioritaires dans lesquels l'ONU doit intervenir, comme promouvoir la coopération transfrontalière et régionale pour la stabilité et le développement du Sahel, prévenir et résoudre les conflits et consolider la paix, prévenir l'extrémisme violent et la criminalité, promouvoir une croissance inclusive équitable, accroître l'accès à des services de base de qualité, renforcer la résilience au changement climatique, améliorer la gestion des ressources naturelles, réduire la malnutrition, l'insécurité alimentaire, l'accès aux énergies renouvelables, autonomiser les femmes et les jeunes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est mis en œuvre en termes de projets. Tout ça, c'est mis en œuvre en termes de projets. Ils ne vont pas se lever, venir directement sur le terrain et dire, bon, voilà, arrêter, cesser le feu. Non, c'est à travers des projets que ces institutions-là interviennent généralement sur le terrain. Si vous voulez, je vais partager ce document-là avec vous et vous pourrez mieux comprendre en fait comment l'ONU intervient dans tout cela. Ils ont des domaines prioritaires sur lesquels ils interviennent. Donc, voilà un peu. D'accord, merci. Et l'agence panafricaine de la Grande Muraille, est-ce qu'eux également, ils font quelque chose dans ce sens-là par contre? L'agence panafricaine de la Grande Muraille verte, oui, bien sûr, eux aussi vont intervenir, mais ce ne sera pas vraiment de manière aussi significative. Le plus important, je pense, c'est que les plans puissent d'abord être mis en terre. Et comme je l'ai dit, c'est à travers la mise en place de différents projets. Vous voyez? Donc, même si cette agence-là doit intervenir, c'est qu'il y a des projets à mettre en place pour pouvoir gérer et régler ces problèmes-là. D'accord, merci beaucoup de m'avoir répondu, Madame Karine. Merci beaucoup, Madame Karine. Je vais bien demander aux autres participants s'il y a toujours des questions de l'écrire dans la discussion ou de lever la main pour qu'on puisse désactiver le micro. Oui, allô, est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui. Ok, d'accord. Bon, il y a quelques minutes, Madame Karine avait demandé si, selon nous, le projet de la Grande Muraille verte et si le projet de la neutralité carbone étaient des projets utopiques. Je crois que c'était juste avant la session de questions-réponses. Bon, beaucoup plus qu'une question, je voulais partager avec elle mon point de vue sur ça et puis l'inviter éventuellement à commenter si elle le veut. Moi, je pense, même si je ne suis pas vraiment très engagé dans ce genre de projet à titre personnel et je ne suis pas à l'intérieur de certaines de ces institutions, qu'elles soient étatiques, panafricaines ou mondiales, je crois que
il y a un facteur très important qu'on doit prendre en compte, c'est celui de la volonté politique. Bon, parce que c'était d'ailleurs M. Olivier qui en parlait. Il a dit que l'argent est là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Effectivement, l'argent est là, les ressources existent, mais il faut, selon moi, que les bailleurs, que les investisseurs croient au projet, que les gouvernements qui ont de l'influence puissent vraiment pousser pour qu'un projet devienne réalité. Par exemple, après les accords de Paris, il y a eu beaucoup de projets qui se sont mis en place. Il y a eu beaucoup de fonds verts qui se sont mis en place. Et même si on doit aller au-delà de l'aspect de l'environnement, il y a énormément de projets dans le monde qui voient le jour, de projets gigantesques. Mais on se demande si à côté, on ne peut pas donner la priorité à certains projets qui sont, selon moi, beaucoup plus urgents. On voit de nos jours que certaines personnes, même si c'est vrai, c'est des privés, c'est pas des États, mais on voit de nos jours qu'il y a certaines personnes qui font des plans qui vont sur Mars, qui vont sur la Lune, qui vont sur d'autres planètes. Mais pour ce genre de choses, c'est des milliards qui sont versés chaque jour. Donc, Madame Karine, selon moi, au-delà de tout ce qui a été mentionné, je pense qu'il y a un problème de volonté politique. Parce que si les décideurs, à un moment donné, s'asseyent et disent, OK, bon, quoi qu'il arrive, ça va se passer, mais je pense que ça se passera. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont fait de par le passé, au-delà des projets d'environnement, qui se sont passés, quoi, et qu'on pensait impossibles. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jordan, pour votre intervention. Je vais toujours demander s'il y a d'autres participants qui veulent poser des questions ou qui veulent intervenir sur la question de Madame Karine, Madame Lecour. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas, avant qu'on ne poursuive, je ne sais pas si Madame Loconon a un commentaire à faire par rapport à ce que j'ai dit. Oui, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jordan. Effectivement, je pense que le plus gros problème qui empêche vraiment l'avancée de cette initiative-là, c'est réellement la volonté politique. Parce qu'on dit, quand on veut quelque chose, on peut le faire. On met les moyens en œuvre et tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et depuis 2006, je pense qu'effectivement, si nos États s'intéressaient beaucoup plus à ce projet-là, ça aurait déjà avancé beaucoup plus que ça, vraiment beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Qu'il faille porter une note à l'attention de nos différents chefs d'État. Bon, c'est vrai que le Bénin n'est pas inclus dans la zone, mais quand même, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Il faille faire une note à l'attention de nos différents chefs d'État pour leur dire, ben, écoutez, vous devez garder un œil sur ce projet-là et en faire une priorité. Bon, je pense que les idées vont surgir pour qu'on puisse trouver la formule adéquate face à ce problème-là. Merci bien. OK, merci. Merci beaucoup, Madame Lecour. Merci, Monsieur Lecour. Nous allons toujours poursuivre dans la section questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent intervenir sur le sujet? Bon, s'il n'y a plus d'autres interventions, je vais demander à Madame Lecour si elle a un mot de fin, un truc à ajouter. Non, merci, c'est bon.
Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, madame. OK, non, c'est bon à mon niveau. D'accord. Chers participants, nous sommes à la fin de notre 7e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Nous vous remercions pour votre participation et nous remercions particulièrement Madame Lokono pour sa présentation. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, et retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp ou nous appeler directement au plus 229 60 22 94 94, plus 229 60 22 94 94, ou nous écrire directement par mail au marketing@solarsolutions.africa. marketing@solarsolutions.africa. Donc, une fois encore, merci à tous et passez une bonne soirée.